Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants. À chaque fois, vous le savez, une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. Et c'est bien évidemment avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. On y va. En grande forme aujourd'hui, c'est parti pour le sommaire déjà. Oui, déjà un an pour Terra Academia. Un an que l'école forme les décideurs de demain pour répondre à l'équation climatique. Vous le savez, l'établissement lance un bachelor dédié à la transformation écologique avec Regen School, ou la Regen School. Je vais demander à sa fondatrice dans un instant quels sont les besoins dans les filières de l'environnement, quels sont les métiers de demain et comment s'y préparer, s'y former surtout. On répond à ces questions avec nos invités dans un instant. Et puis il y aura une loupe, vous le savez, c'est avec Alix. Et je vous parle d'une initiative éducative et citoyenne portée par l'association Get Up. Dans une quinzaine de minutes. On y va. Et j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Denis Guibard. Bonjour Denis, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien. Un an déjà. Un plaisir de revenir. Ben oui. Ben oui. Comment ça va? Ça va très bien. Personnellement, bien sûr, mais c'est pas le sujet. J'ai toujours l'impression que vous courez dans tout. Terra Je vous ai Academia, croisé aussi au Salon des Mères. c'est un petit peu ça. Mais C'est un peu le concept. Terra Academia est en train de grandir, de se développer dans sa logique avec des partenaires. Et je crois qu'on va en parler. Que je présente tout de suite, donc directeur académique et scientifique, bien sûr, de Terra Academia. Bonjour Marie-Sarah Maillard, comment allez-vous? Très bien. Merci d'être Bonjour. avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Fondatrice alors la Regen ou Regen School? Je crois qu'il y a un petit débat là-dessus. On dit officiellement Regen School et les étudiants Alors, si vous dites officiellement, c'est que ça y est, c'est fini. Ouais, mais les étudiants disent la Regen. Une fois qu'ils sont là, ils disent la Regen. C'est quoi la Regen? Regen School, c'est une école de management qui a remis à jour l'ensemble de ses programmes pour faire face aux défis du XXIe siècle. D'accord. Donc notamment la transition écologique et sociale. D'accord. Et plus globalement, l'ensemble des enjeux de démocratie, de citoyenneté. Donc comment est-ce qu'on peut faire du business D'accord. en étant en accord avec les limites planétaires. D'accord. Alors, on va rappeler ce qu'est Terra Academia. Alors, Terra Academia, c'est une école et un accélérateur de la transformation écologique par la transformation des métiers et des compétences. Comment vous avez été amenés à travailler ensemble, du coup? Allons-y. On partage un certain nombre de membres dans notre comité scientifique, en fait. Donc Denis a rejoint le comité scientifique de l'école. D'accord. Il se trouve qu'on était sur des thématiques communes. Nous, on vient d'un monde où l'expertise, elle venait vraiment du monde économique, donc notamment de dirigeants d'entreprises qui avaient besoin de recruter des talents, qui pensaient différemment l'innovation. Et Terra Academia apportait quelque chose de très complémentaire pour nous, autour vraiment des sciences environnementales et de l'aspect très scientifique de l'approche pédagogique de Terra. Quelles On a plein de ambitions, points du coup? communs. Ouais, plein de points communs. Et quelles ambitions, du coup, avec ce bachelor? Ce bachelor, il répond à la problématique de la transformation des métiers, des compétences pour transformer la société sur toutes les dimensions qu'évoquait Marie-Sarah. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un manque. Parce qu'on peut avoir des formations très techniques sur des métiers techniques, mais là, il s'agit en fait de transformer les organisations de l'intérieur par les personnes qui vont apporter une autre dimension de la transformation écologique, économique et sociale au travers des formations qu'on va leur apporter. Et ça n'existe pas beaucoup sur le marché de la formation, notamment en post-bac. Alors, pour la Regen, combien d'élèves? Une centaine. Une centaine, d'accord. Et alors, pour ce bachelor-là, pour cette Il y aura session 25 personnes dans cette première promotion du bachelor. D'accord. 25, pour vous, c'est quoi? C'est le chiffre magique? 25, c'est une classe à taille humaine, donc c'est une population qu'on arrive à suivre au sein d'une seule classe, avec nous, chaque personne qui arrive dans le bachelor va être assignée à une personne qui va le suivre, D'accord. donc à la fois sur son parcours académique, mais aussi quand il va falloir trouver des stages, qu'il va falloir éventuellement trouver des alternances en troisième année. Donc l'objectif, c'est d'avoir un suivi avec tout le temps le même accompagnateur au long des 3 années, pour éviter de passer d'une personne à l'autre. La sortie du bac, c'est un moment qui est clé, on cherche à s'autonomiser, donc voilà, c'est une taille où on peut encore faire des heures d'études obligatoires tous les soirs à la fin de la journée de cours, et petit à petit autonomiser l'étudiant, où il va s'organiser de plus en plus tout seul. Alix. Et s'agissant des matières enseignées, qu'est-ce qui distinguera cette formation d'une formation d'ingénieur, par exemple? D'abord, c'est pas basé sur une formation d'ingénieur, c'est plus basé sur une formation de business school. De marketing, en fait. Donc, finance, marketing, stratégie, RH, tous les aspects d'une business school, avec le complément sur la compréhension, y compris sur des dimensions physico-chimiques de ce qui se passe dans l'univers, autour de la transformation écologique. C'est la croisée de ces deux volets-là. Donc on apporte un peu d'aspect technique et scientifique, mais c'est d'abord une façon différente de gérer et de piloter un business, qui est l'enjeu de cette formation. Géographiquement, vous vous trouvez où? Parce que ça qu'on... À Paris. Donc le bachelor va se dérouler entre nos 2 campus. D'accord. Il y aura 2 jours par semaine chez Terra Academia dans le 18e à côté de la marque Colincourt. Il y aura 3 jours par semaine sur le campus de Regen School, qui est donc dans le 10e arrondissement proche de Louis Blanc. Donc c'est une ancienne caserne de très bien. Voilà. Très bien. Il y a pire quand même pour étudier, va. c'est assez sympa. C'est 2 très beaux lieux. Ouais. Et les profils de vos étudiants?
très variés. Ouais. C'est aussi l'enjeu et la richesse, puisqu'on est en train de parler de transformation. La transformation, elle se fait pas de façon univoque avec un seul profil. Donc on cherche des profils très variés. Il n'y a pas de spécialité du bac spécifiquement dédiée sur lesquels on va recruter. Bien sûr, il faut avoir cette appétence, cet intérêt pour les enjeux de la transformation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un socle solide, par exemple en sciences. Pas nécessairement. Il faut quand même un minimum de compréhension de ce qui se passe. C'est-à-dire, on ne va pas parler du changement climatique ou les enjeux de biodiversité sans rentrer un petit peu dans quand même des éléments de compréhension des mécanismes qui sont à l'œuvre. Parce que si on veut agir sur ces mécanismes, il faut au mieux comprendre ce dont il s'agit. Et il faut impérativement venir d'une filière générale ? Pas nécessairement. C'est quand même la plupart des dossiers qu'on reçoit. Pourquoi ? Parce que c'est une filière qui prépare de manière assez générale à différentes compétences. Donc le fait qu'il y ait 25% de cours qui sont quand même autour des sciences environnementales, 50% autour de la gestion de projet, de l'économie, c'est vrai que c'est très adapté à des étudiants qui ont un intérêt pour la science et la vie de la Terre. C'est des étudiants aussi qui sont intéressés éventuellement à des filières SES en sciences éco. Maintenant, on n'est pas du tout fermé à des profils plus professionnels déjà, qui en fait ont envie d'aller travailler très vite. Ce qu'on cherche vraiment, en termes de critères principaux, on regarde les dossiers académiques, c'est des gens qui ont une curiosité extrêmement forte pour ce qui se passe dans le monde, qui ont envie de rejoindre des projets collectifs, qui ont un rapport à faire bouger les choses de l'intérieur. Pourquoi ? Parce que les dirigeants, partons des débouchés, le programme il a été aussi beaucoup construit en fonction de ce que les dirigeants nous disaient dans les entreprises. Et une des compétences qui manque énormément, c'est la capacité, de manière créative, à venir challenger les process, venir challenger comment on va revoir sa supply chain, comment on va gérer un projet auprès de ses fournisseurs pour revoir complètement la chaîne de valeur d'un secteur par rapport à ces enjeux de transition. Et ça demande des esprits logiques. Donc ça, nous, on travaille beaucoup sur l'esprit de synthèse, la capacité à argumenter, la capacité à aller chercher de l'information, à la digérer, à la synthétiser. Mais ça demande aussi des gens qui vont être capables de regarder un problème, de faire un pas de côté, et de venir le résoudre un peu différemment de ce qu'on fait depuis finalement les 50 dernières années. C'est cet esprit d'initiative-là qu'on vient chercher chez les étudiants qui manque aujourd'hui sur le marché du travail. On entend beaucoup les employeurs nous dire en termes de capacité à penser un peu en dehors des sentiers battus, c'est pas ça. Mais donc c'est très important. Pardon, vas-y, Alix. Non, je me demandais, au sortir de cette école, l'idée c'est qu'ils intègrent des entreprises déjà vertes, déjà sociales, ou est-ce qu'au contraire, l'idée c'est qu'ils intègrent des vieilles entreprises un peu poussiéreuses et qui changent tout de l'intérieur ? C'est quoi votre projet ? Les deux. Ce sera peut-être plus facile d'intégrer des entreprises qui ont déjà entamé un mouvement de transformation elles-mêmes et qui ont besoin de compétences et de talents pour l'amplifier. Ça peut être aussi des entreprises qui sont juste au démarrage. Ça peut être des entreprises qui ont la vision d'un dirigeant et qui se dit j'ai besoin d'instiller dans mon organisation, parce qu'il y a beaucoup de freins dans les organisations. Sans faire du greenwashing, parce que... Bien évidemment. Et donc d'installer et d'instiller des acteurs du changement à différents endroits dans l'entreprise pour faire bouger l'entreprise. Pour faire bouger l'entreprise sur des enjeux tels que ceux qu'on cherche à traiter, il ne suffit pas de la volonté du dirigeant. C'est indispensable, bien sûr, mais il faut aussi qu'il y ait des acteurs de changement aux différents niveaux de l'organisation. Un middle manager qui ne veut pas bouger, oui, c'est la culture il a une capacité de blocage énorme dans une organisation. Il faut quand même que ce soit le décideur qui donne le là, j'imagine. S'il n'y a pas le là du décideur, ça ne marchera pas. Ça restera des épiphénomènes et des petites expériences dans un coin. Mais si on veut une transformation en profondeur, il faut impérativement la volonté du dirigeant. Mais ça ne suffit pas. Et quel est le programme du coup de ce bachelor ? Donc, je disais tout à l'heure, il y a trois grandes catégories de cours qui sont assises sur un référentiel de compétences de 10 macro-compétences et 60 compétences qu'on a travaillé avec Terra Academia. Les 3 catégories de cours, pour faire simple, parce que sinon je vais rentrer dans beaucoup de détails. Donc il y a des cours très macro à l'échelle de compréhension du monde. Donc c'est là où on va retrouver les principaux cours sur d'une approche scientifique. Donc ça va être des cours à la fois de biologie, des cours sur les sols, sur les limites planétaires, sur la capacité à comprendre l'histoire économique aussi. On fait pas mal d'histoire. On revient sur l'histoire économique du 19e et du 20e siècle pour comprendre... Pourquoi c'est important justement de revenir sur l'histoire du 19e et du 20e siècle ? Super important. Pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui. Parce que dans la plupart des écoles de commerce ou dans les enseignements d'économie depuis les années 70 sont enseignés comme un fait. Or, l'économie, c'est une science qui est assez particulière puisqu'elle est directement impactée par des enjeux à la fois culturels, elle est un héritage socioculturel. Donc, si on ne prend pas le recul historique, on a l'impression qu'on apprend l'économie comme on apprend la physique. Or, la loi de la gravité, c'est une chose, mais le modèle économique dans lequel on évolue, c'en est une autre. C'est pas une réalité intangible. Et donc, on prend ce recul-là
pour aider à montrer qu'il y a d'autres options et que surtout qu'il a évolué et que d'autres évolutions sont encore possibles. Ça, c'est 25% des cours. Donc là, c'est une échelle vraiment où on va comprendre l'échelle d'un territoire, l'échelle du monde. On va venir croiser les disciplines de manière à être tout le temps capable de faire des ponts disciplinaires entre les sciences sociales et les sciences dures. 50% du programme tous les ans, donc là on est dans le cœur de la formation, elle est directement posée sur des métiers. Tous les cours sont rattachés à un des 4 métiers, soit stratégie d'entreprise. Donc là, ça va être des gens qui font de la stratégie au quotidien, des gens qui sont consultants en transformation, qui viennent directement donner cours. Les métiers du marketing stratégique. Donc là, c'est comment on repense les outils du marketing au service de nouvelles offres, soit plus circulaires, soit des offres carrément qui sont capables de générer des bénéfices nets. Alors c'est encore très très rare, donc c'est de la visée régénérative, mais des bénéfices nets pour la nature. Il y a des métiers, il y a le métier de la finance. Alors ça, moi, j'y tiens particulièrement. Je pense que c'est dommage que la culture financière aujourd'hui ne soit pas systématique dans les métiers de transformation. Du coup, on se retrouve avec des gens super experts sur les écosystèmes vivants. Ils peuvent vous parler justement de la qualité de l'azote dans un sol pendant des heures. Malheureusement, ils n'ont pas cette culture financière. Non, Denis, il est là. Denis, je taquine Denis, je connais un petit peu. Cette culture financière à fond, parce que du coup, ça crédibilise les sujets de transition dans le monde économique. Donc, pour le coup, on embête un peu les étudiants quand même sur des matières plus quantitatives. Ils apprennent le financement de projet, ils apprennent la finance, ils apprennent la compta. Et ils apprennent la compta aussi écologique. Donc aujourd'hui, il y a de la recherche. Et je vais faire un peu plus court. Mais voilà, mais c'est quoi la compta écologique ? En fait, il y a des chaires aujourd'hui en Europe qui existent sur comment on peut faire évoluer les principes comptables pour prendre en compte les bénéfices qu'on appelle les services écosystémiques que nous rapporte la nature. Donc en fait, finalement, les choses qu'on n'a pas comptabilisées dans le PIB, ni dans les états financiers d'une entreprise, comme les services que nous rendent par exemple les pollinisateurs, ça demande beaucoup de recherche pour savoir comment on pourrait l'intégrer dans une comptabilité d'entreprise en lui donnant une valeur, sans créer une bulle. Parce que là, je vais me faire taper dessus par beaucoup de financiers. Mais donc il y a plein de recherches, notamment à AgroParisTech et ailleurs, à l'Université de Nantes, avec laquelle on travaille aussi, sur cette comptabilité écologique. Donc la comptabilité, la finance, c'est vraiment un métier où il ne faut pas lâcher. Et souvent, les étudiants qui sont passionnés par les enjeux environnementaux, ils grimacent un peu. Il peut y avoir quelque chose d'un peu paradoxal. Justement, on pourrait plutôt se dire que vous parlez de décroissance et de... C'est justement l'enjeu, c'est de ne pas opposer. Là encore, si on veut transformer... On peut faire du business. Il faut aller sur le terrain de l'entreprise telle qu'elle est, avec les métriques qu'elle utilise aujourd'hui. Il faut arriver à transformer ces métriques, à introduire de nouvelles métriques. C'est toutes les nouvelles formes de comptabilité qu'on peut avoir, avec, sans rentrer dans les détails, pour intégrer dans cette comptabilité et dans les résultats financiers des aspects qu'on peut appeler extra-financiers aujourd'hui, qu'on peut éventuellement essayer de monétiser pour transformer aussi la façon de piloter l'entreprise. Si on est juste en frontal et en opposition, on ne va pas arriver à faire bouger les choses. Il faut embarquer les gens pour qu'ils se transforment, là encore, de l'intérieur, en apportant des éléments extérieurs pour faire cette transformation de l'intérieur. Et pour le moment, comment on embarque les jeunes, Denis ? Comment on arrive à les convaincre ? Les jeunes, on arrive à les convaincre par, justement, la compréhension qu'ils ont peut-être souvent déjà pour partie de ces enjeux, par le fait qu'on va avoir aussi une formation qui n'est pas une formation complètement théorique, mais qui va les amener, là encore, à être des acteurs. Parce que l'enjeu, c'est l'urgence écologique, on sait tous plus ou moins ce qu'il en est. La véritable question, c'est comment on traduit ça en action. Et donc, en faire des acteurs qui ne soient plus simplement, s'ils sont déjà sensibilisés au sujet, à l'extérieur en train de se dire qu'est-ce que je peux bien faire pour faire bouger les choses, mais justement les outiller avec des choses très très concrètes pour être dans les organisations les acteurs de la transformation. Marie-Sarah, vous pouvez m'assurer qu'il y aura autant, je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura beaucoup de femmes dans ce bachelor. Alors, sur les promos actuels à Regent School, justement, qu'on voit sur les masters et les MBA, on est à 50% de femmes et d'hommes. Et on était assez surpris, on s'était attendu. Ce sont des secteurs qui sont aujourd'hui assez féminins dans les métiers, quand on voit dans les métiers de la RSE historiquement. Et en revanche, là où on attire pas mal d'hommes aujourd'hui sur ces métiers-là, c'est dès qu'il y a un aspect aussi d'innovation. Ça, c'est aussi une grande bataille de comment on attire les jeunes, c'est de montrer que les sujets de transformation écologique, on est en train d'aller dans un moment de l'histoire où la RSE a fait beaucoup de bien, parce qu'elle a mis ça un peu dans les entreprises, et elle s'est un peu bloquée à un niveau où on l'approche par la conformité. Ce qui déjà permet de faire avancer les choses. Il ne faut pas critiquer trop vite non plus les... Mais pour certaines entreprises, globalement, ça reste des messages affichés plus qu'autre chose. Exactement. Donc on a tout à l'heure, vous parliez de greenwashing. C'est vraiment c'est des cours qu'on donne dans tous les programmes de détection du greenwashing, comment on lutte contre le greenwashing, qui est souvent non intentionnel d'ailleurs. Et en fait, ce sujet d'innovation, c'est comment on fait de la RSE
plutôt qu'un levier de mise en conformité, un levier stratégique. Ça devient juste une manière de penser. Et là, vous faites de l'innovation. C'est vraiment là où on attire des hommes, c'est là où on attire aussi des personnalités qui sont plus entrepreneuriales. Et juste pour finir sur les derniers blocs de cours, et Denis, ce que tu disais est super important. Comment on convainc les jeunes? Il y a 25% des enseignements qui sont autour du savoir-être, c'est-à-dire se connaître soi, connaître les autres, comprendre ce qu'est le sens pour nous, comment on a été éduqué, nos valeurs. Donc en fait, en Bachelor 1, je pense que c'est très important d'avoir un vrai temps dédié. Donc il y a des coachings collectifs, individuels. Ça fait partie des cours. C'est pas un à côté, c'est pas une activité qu'on fait 3 fois par an. C'est toutes les semaines. Il y a vraiment des cours sur, OK, qui êtes-vous? Vous allez où? C'est quoi le projet? Comment on fait atterrir tout ce qu'on se raconte dans les différents cours et tous ces débats-là vers un projet professionnel qui est concret? Pour aller plus loin là-dessus, il y a aussi un enjeu extrêmement important, c'est en fait d'en faire, je l'ai déjà dit, des acteurs du changement. On peut avoir scientifiquement raison et être incapable de convaincre, et être incapable de faire bouger les choses. Donc il y a aussi toute cette dimension de comment je fais en sorte, même si je suis un jeune, 2 ou 3 ans après le bac, pour, dans mon organisation, avec l'ensemble de mes parties prenantes, être un acteur de ce changement et embarquer les autres. C'est pas simplement en disant factuellement, scientifiquement, c'est ça, ça suffit pas. Donc il y a aussi toute cette dimension-là qui est très interdisciplinaire, qui est très dans les, c'est un mot à la mode, les soft skills. Les soft skills. Oui, mais vous avez vu, c'est pas moi qui l'ai dit. mais de fait, c'est une réalité quand même. Ces éléments-là, si on les prend pas en compte, on se prend des murs d'une certaine façon. Et qui sont les professeurs? Ce sont des professionnels? Alors, c'est à la fois des scientifiques, des professionnels, Marie-Sarah l'évoquait. Ce qui est très important, là aussi, c'est qu'on soit très rapidement dans le concret. Donc il y a un lien très fort avec le monde de l'entreprise, sous différentes formes, via les formations par les professionnels, via des études de cas qui seront des cas réels apportés par des acteurs de terrain. Et ça aussi, c'est extrêmement important pour montrer concrètement à nos étudiants ce dont il s'agit et comment ça se passe. Et puis il y a tout l'aspect des relations et de l'activité des étudiants en entreprise. Je crois qu'on ne l'a pas encore évoqué, mais la 3e année de ce bachelor se fait en apprentissage. D'accord. Donc là, c'est aussi une plongée dans le monde. Ils font quoi, par exemple, comme type d'alternance? Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais dans les autres programmes de Réunion. Ils font beaucoup de gestion de projets de transformation. Donc, c'est comment est-ce qu'on apporte justement, c'est des projets de stratégie. C'est comment est-ce qu'on adapte une offre, par exemple. Qu'est-ce qu'on arrête dans une entreprise? À quoi on renonce? Donc là, ça demande des analyses assez poussées de quel est l'impact environnemental des œuvres. Donc il faut être capable aussi de récupérer un certain nombre de données, de les mettre en ordre, de les comparer à des grands ABAC, donc de comprendre les scénarios de l'ADEME, déjà d'avoir une bonne culture générale de où se trouve l'information scientifique sur ces sujets-là. Et c'est eux qui vont calculer l'impact d'une activité, qui vont proposer une transformation d'activité, qui vont éventuellement, pour des entreprises déjà à impact, ou des associations, parce qu'on dit beaucoup entreprises d'ailleurs, mais il y a énormément d'enseignants qui viennent aussi du monde associatif, et je pense que le but, c'est justement qu'ils voient qu'il y a cette variété de modes d'engagement. Et les alternances, donc ça va en boîte de conseil, donc de comment j'accompagne les clients à se transformer par rapport aux enjeux écologiques. Ça va dans les directions marketing, comment je fais du marketing frugal. Récemment, on a des entreprises qui nous ont demandé des étudiants formés. On travaille beaucoup avec une entreprise qui s'appelle l'Oiseau Vert. Donc c'est Fanny Basto notamment qui a posé les concepts d'un marketing qui passe d'un marketing de consommation à un marketing de sensibilisation. Je vais essayer de ne pas trahir ces mots, mais qui pousse justement ce métier-là à se mettre au service finalement d'une cause qui dépasse celle de l'entreprise, qui donne beaucoup de sens. D'intérêt général. Exactement. On en revient en fait aux entreprises à mission. C'est quelle est la mission économique d'une entreprise, quelle est la mission dans la société d'une entreprise. Quelles sont les valeurs, la mission. Et donc c'est des étudiants qui vont se mettre à ces différents niveaux dans l'entreprise. Allez, vous restez avec nous, c'est l'heure de la loupe et c'est avec Alix. Alix, tu nous parles aujourd'hui d'une initiative éducative et citoyenne portée par l'association Get Up, avec 2 T. Tout à fait, bravo. Une association implantée en Seine-Saint-Denis qui accompagne les jeunes de quartiers populaires dans leur accompagnement, et ce notamment sur les enjeux de justice climatique. Get Up est une association fondée en 2016 par des jeunes de quartiers populaires et pour des jeunes de quartiers populaires. Sa principale mission est d'encourager l'engagement citoyen, culturel et politique d'une jeunesse souvent peu représentée dans les débats publics. Depuis quelques années, l'association a donc élargi son champ d'action
aux questions environnementales. Son objectif est de montrer que les jeunes des quartiers ne sont pas à l'écart de ces enjeux, mais bien concernés au premier plan. Pollution, précarité énergétique, manque d'espaces verts ou proximité de sites industriels. La crise écologique, ils la vivent directement. Get Up propose donc des ateliers de sensibilisation dans les établissements scolaires, de formation sur la justice environnementale et un programme de formation de jeunes leaders climatiques issus de quartiers populaires. L'idée est de les accompagner pour qu'ils puissent eux-mêmes porter des projets, s'exprimer, faire des propositions en lien avec leur réalité de terrain. Get Up plaide pour une écologie plus proche des réalités quotidiennes qui tiennent compte des préoccupations liées à l'emploi, au pouvoir d'achat, à la santé ou au cadre de vie. L'association a d'ailleurs récemment publié un rapport intitulé Injustice climatique, fruit du travail de plus de 1000 jeunes issus de quartiers populaires des Outre-mer et des Suds. Un document qui met en lumière les liens entre inégalité sociale et environnementale. Je vous propose qu'on regarde un condensé de la soirée de lancement. 70% des jeunes des quartiers qui ont été interviewés, donc 1000 jeunes, se sentaient pas représentés par le mouvement climat. On a développé tout un langage, etc., un narratif qui dit que les pays du Nord vont aider les pays du Sud. Mais en fait, non, c'est pas une question d'aide. Il y a une dette à payer. C'est pas seulement les visages des habitants de quartiers populaires et d'outre-mer qui manquent dans le mouvement écologique, c'est aussi leur voix. Est-ce que vous savez, par exemple, quand on tape écolo sur Google Images, quelle est l'image qui sort ? Quand on détruit des grands ensembles de 13 étages avec 296 logements à l'intérieur, je peux vous assurer que vous allez subir une pollution de plein fouet. Moi, j'aimerais bien qu'on soit le DJ Mehdi de l'écologie. La Seine-Saint-Denis, c'est le premier désert médical en France. Ça fait que on subit de plein fouet la discrimination environnementale. Pour que les gens comprennent ce qu'on subit, il faut venir voir et se mettre à notre place et sentir ce qu'on sent toute la journée. Et là, vous allez comprendre qu'il y a un vrai problème. Denis, comment permettre à tous les jeunes de s'approprier les enjeux écologiques ? Je crois que la réponse, elle est un petit peu dans Get Up. Il y a d'autres associations aussi. Ce qui est essentiel pour les jeunes qui sont dans des quartiers défavorisés ou qui sont dans des situations un peu d'éloignement, ce qui est important, c'est d'aller leur parler, mais que ce soit des gens de leur endroit qui leur parlent. Parce que si moi, je viens leur parler de transformation écologique, ils vont prendre ça comme quelque chose venant de très haut, de très loin, et le message ne va pas moins bien passer. Tandis que si on a, et c'est ça qui est très intéressant dans cette démarche, des gens qui sont leurs pairs, dans lesquels ils se reconnaissent, qui viennent leur parler de ces enjeux-là et de leur apporter à la fois la connaissance scientifique, mais aussi des éléments pour être acteurs dans leur proximité. Parce que les gens qui sont dans les quartiers défavorisés, c'est comme à l'échelle planétaire, c'est les zones défavorisées qui subissent sans doute plus que d'autres les impacts de l'urgence écologique, notamment du changement climatique, alors que ce sont sans doute ceux qui y ont le moins contribué. Donc le mot de justice environnementale qui est évoqué là est extrêmement important. Si on ne donne pas des éléments qui vont permettre à tous les acteurs de sentir qu'il y a une équité à la fois dans le partage des impacts et dans le partage des actions, on va se retrouver avec des blocages. On ne va pas revenir sur l'exemple bien connu. Les gilets jaunes, c'est très compliqué comme phénomène, mais quelque part, un des facteurs déclencheurs avait bien été une mesure écologique qui n'était pas adaptée à certaines populations. Et donc, si on n'a pas cet embarquement en prenant en compte la situation de ces personnes et en faisant en sorte que les médiateurs soient reconnus par ces populations, donc qui viennent du même endroit, on risque de reproduire ce type de blocage. Pourquoi vous avez souhaité fonder Regen ? Parce qu'on n'a pas trouvé de profil qui nous permettait de transformer nos métiers au moment où on les faisait. Moi, j'ai vécu ça. J'ai voulu, à un moment donné, il se trouve que je travaillais sur comment est-ce qu'on finance la transition. Ouais. On était plusieurs, on avait un projet qui était hyper ambitieux, qui est toujours hyper ambitieux d'ailleurs, qui a duré 18 mois, de comment on crée un modèle de financement beaucoup plus dans le temps long, parce qu'un des grands enjeux de la finance aujourd'hui, c'est d'être capable de financer des projets de temps long, puisqu'on parle de transformation. Et donc, il a fallu qu'on recrute des gens qui allaient à la fois avoir cette culture économique dont je parlais, et en même temps suffisamment d'expertise scientifique pour venir nous aider à évaluer l'impact environnemental, l'impact écologique et l'impact social, d'ailleurs, on en parlait, des entreprises dans lesquelles on allait investir. La réalité, c'est que on avait énormément de candidats qui venaient, alors parce que les métiers du financement sont bien payés, donc en plus il y avait une bonne marque employeur, ça attirait beaucoup, qui étaient très bons en finance, qui trouvaient ça cool, le côté green,
ça a rajouté quelque chose, mais on n'avait pas les bonnes compétences. Et quand on a creusé, on s'est rendu compte que déjà, c'était vraiment enseigné en silo. C'est-à-dire que c'est soit un électif qu'on prend, une option qu'on prend à un moment dans son parcours, mais le mal est déjà fait, puisqu'en fait, on ne peut pas vous dire d'un côté, on apprend une économie hyper classique avec des modèles économiques linéaires, c'est-à-dire j'extrais la ressource, je la transforme, je la vends à l'infini. C'est quand même globalement ce qu'on a appris ces 150 dernières années. Et puis, une option qui vous dit, en fait, ce serait peut-être pas mal de faire du circulaire. Vous regardez les investissements aujourd'hui et les chaînes de valeur, la circularité n'est pas là. Donc, comment on met en place des enseignements qui, dès le départ, vont vers ça à 100% et pas je dis quelque chose puis l'inverse. C'est pour ça qu'on a créé Hélène School. Et je me permets de rebondir sur l'inclusion sociale dont on parlait. Sur le terrain, les jeunes qu'on voit sont absolument pas fans de transition écologique. Enfin, je sais pas d'où certains chiffres sortent, mais moi, c'est pas du tout ce que je vis. En revanche, la majorité des jeunes qui nous rejoignent viennent pour des sujets d'égalité sociale. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus touchés par le discours fin du mois contre fin du monde. Donc en fait, vous ne pouvez pas demander aux gens de choisir entre manger et la transition écologique. Genre, c'est impossible pour des populations qui n'ont pas les moyens de s'investir. Et quand vous vous rendez compte que les jeunes, vous leur dites, oui, mais en fait, c'est le même système économique qui crée et des inégalités sociales d'un côté et des tensions fortes sur les ressources, là, il y a un truc qui clique. Et ils se disent, ah ok, en fait, ça répond à un truc qui a vachement de sens pour moi à très court terme. Parce que c'est une réalité que je vis ou c'est parce que c'est une réalité que j'ai vue ailleurs à côté, même si c'est pas moi qui le vis. Et en fait, c'est ce moment-là qui est super intéressant pédagogiquement. Parce que dans quel cas vous êtes à leur contact Parce que les limites, alors déjà parce que les programmes en apprentissage, comme ça sera le cas pour la 3e année du bachelor, sont hyper accessibles financièrement. Donc nous, on voit déjà qu'on touche toutes les catégories socio-professionnelles à l'école. Ça va de personnes qui payent 0 aux personnes qui payent leur scolarité, mais en fait, on voit qu'on touche tous les milieux sociaux. Il y a 27 nationalités sur une centaine d'étudiants. Donc en fait, en termes de mix culturel, c'est hyper riche aussi. Et je pense qu'ils apprennent autant des uns des autres d'ailleurs que parfois de leurs intervenants. Et en réalité, l'expérience aussi, elle est là, c'est de désenclaver un peu l'éducation, de remélanger, qu'elle soit à l'image de la société française. Ça, c'est extrêmement important, hein, cette diversité, à la fois parce que ça traduit la réalité de la société, c'est aussi une richesse dans l'enseignement et dans la promotion qui se forme, d'éviter d'avoir quelque chose de monolithique. Et donc, pour y contribuer, on met en place aussi, parce qu'il y a quand même un coût de la scolarité, un dispositif de bourse. D'accord. La 3e année, elle est un apprentissage, donc elle ne coûte pas aux apprenants. Les 2 premières années, elles coûtent. Mais là, on va mettre en place un dispositif de bourse s'appuyant sur les critères sociaux du Crous, comme font notamment les établissements publics, et pour faire en sorte que, donc, notre cible, c'est de l'ordre de 20 à 25% de nos étudiants boursiers dans ce programme. Ça, vous avez justement identifié dans cette première année que ça manquait, par exemple chez Terra Academia, où des fois vous aviez peut-être des bons profils, mais peut-être qu'il n'y avait pas ça. Alors là, je vais parler avec mon ancienne casquette de directeur d'Institut Mintelecom Business School, qui était ce qui est toujours la seule business school publique en France et qui a 60% d'étudiants boursiers. Donc moi, je suis très fortement marqué par cette dimension-là, étant moi-même un pur produit de l'ascenseur social du système méritocratique français, j'y suis très sensible. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et j'ai vu toute la richesse. La difficulté aussi d'avoir des étudiants de différents profils, mais toute la richesse que ça apporte. Et puis c'est une mission, là aussi, au-delà de l'enjeu de transformation écologique, c'est une mission sociale et d'intérêt général qu'on porte ensemble très clairement. Alix. Et quel type de futur leader vous espérez créer ? Des leaders, d'abord des leaders éclairés, c'est-à-dire qui comprennent ce qui se passe, et des leaders qui sont des leaders qui embarquent. Donc c'est pas des leaders individualistes, parce que l'enjeu il est global, il est systémique, donc personne ne détient toutes les compétences et le levier d'action pour réussir la transformation écologique. Donc un aspect extrêmement important, c'est là encore cette capacité à embarquer un ensemble d'acteurs, au-delà même du strict périmètre d'autorité de la personne dans une entreprise, c'est bien plus, c'est des écosystèmes qu'il faut embarquer et transformer. Donc c'est peut-être les 2 premiers mots qui me viendraient à l'idée, puis je suis sûr que Marie-Sarah va pouvoir compléter. En 20 secondes. Humaniste, je pense qu'à l'époque dans laquelle on est, vraiment l'humanisme est au cœur du projet pédagogique et différent. Je pense qu'en fait on a besoin de refaire bouger là un petit peu les écosystèmes et juste créer du flux. Donc je pense qu'on a besoin de refaire bouger les centres de pouvoir. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, Marie-Sarah Maillard, fondatrice de
Regent School, la Regent School. Pour de plus en plus d'informations, si on veut se renseigner, si les jeunes veulent se renseigner. School.com, le site, Terra Academia aussi, qui a la brochure du bachelor, et puis tous nos réseaux sociaux, on est facilement trouvable. Facilement trouvable. Denis Guibard, directeur académique et scientifique de Terra Academia. On se retrouve très bientôt et on fera un petit point d'étape justement pour savoir comment se déroule ce nouveau bachelor. Alix, avec plaisir. À demain. À demain. Ciao.